Bonjour et bienvenue dans ce 65e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 19 mars 2020, en plein dans le confinement du coronavirus. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe. Salut Richard, comment vas-tu ? Tu dis pas bonjour à Christophe ? Je dis pas bonjour à Christophe, je dis bonjour à Christophe après. D'accord. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'on a dû recommencer l'enregistrement parce que Christophe voulait qu'on commence d'abord par Richard. Donc je dis bonjour Richard d'abord. Voilà. Non, tout va bien. Ça va ? Comme tout le monde. Il fait beau. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je peux me dégoter les jambes dehors. Je plains ceux qui sont à l'intérieur de leur appartement. Mais sinon, pour moi, tout va bien. Voilà, on continue. C'est vrai que nous, dans l'informatique, c'est quand même plus simple par rapport à d'autres métiers. On peut faire beaucoup de choses à distance. On peut se promener aussi quand on peut dans le jardin. Donc, ouais. Et de l'autre côté de notre écran, nous avons également Christophe. Je vais dire encore Richard. Ah non, maintenant c'est Christophe. Voilà, maintenant c'est Christophe. Est-ce que tu es là, Christophe ? Ouais, je suis là, ça va, bonjour. Bonsoir, non mais je voulais qu'ils disent d'abord aux aînés le salut. Et non, mais le confinement, moi, c'est vous vivez ma vie que je vis depuis 19 ans. Quoi. Moi, j'ai toujours travaillé chez moi. Pour moi, il n'y a rien qui change pour l'instant, sauf qu'il y a ma fille qui travaille. En fait, elle arrive à travailler sur Discord avec ses profs. Donc, ça se passe pour l'instant bien pour le J3 en France. Et vous, vous quasiment aussi en Belgique, puisque vous étiez déjà en télétravail. Ouais, c'est ça. Mais justement, et en parlant de confinement, là, vous avez vu, je parlais de Discord parce que il y a des outils qui n'ont pas fonctionné, et vous avez vu qu'au début Teams, il a pas supporté en fait, le pic qu'il y a eu d'un seul coup là, parce que tout le monde s'y est mis dessus. Ouais. Et il y a même par chez nous des sites web de commandes en ligne, de Drive, qui en ce moment ils sont en page d'erreur en fait. Et justement, c'est une question que je me pose. Moi, je suis en train de développer une application. Et la première chose, j'ai dit, ça m'a sauté à l'esprit. Je vais avoir 10 utilisateurs, ça va péter. Comment on peut savoir ça ? Alors justement, il y a l'équipe d'ASP.NET qui a mis sur son blog concernant l'app Blazor Server les chiffres de combien combien la charge peut tenir en fait. Et si on regarde bien un peu ce qu'ils ont partagé, là c'est un peu ce qu'on a à l'écran, c'est qu'avec une latence de 200 millisecondes et une charge concurrente active, ils appellent ça, c'est-à-dire un clic à la seconde. Là, ils nous apprennent qu'ils ont fait des tests, et donc avec une application, comment on appelle ça sur Azure, une app, aidez-moi surtout. Une app sur Azure. Web server. Le P1, là, tous les ordinateurs qu'on peut avoir, les configurations. Une web app. Une web app, un website. Ouais, c'est un autre nom. Bref, donc là, ils ont sur une P1 standard, donc c'est les premiers ordinateurs purés, c'est pas ce nom-là, bon sang. C'est le plan, c'est ça que tu dis ? Le plan, voilà, merci. C'est un plan de facturation. Le plan, c'est les productions 1, donc c'est les premiers quand ils ont un CPU, non pas CPI comme sur le slide, avec une RAM de 3 Go 5, ils peuvent aller jusqu'au moins 5000 utilisateurs. Donc, et encore. Simultané. Simultané, donc c'est déjà pas mal. Surtout que le coût là, il n'est pas très très cher, je vais dire entre 90 et 150 euros quoi, par mois. Ouais, je pense que semble-t-il. On avait regardé, il me semble que c'était aux alentours des 120 euros par mois pour une machine de production. Ouais, pour le P1. Le P3, lui, il est plus cher. Le P1, ouais. Et le P3, comme on voit ici, a plus de 20 000 utilisateurs en même temps, quoi. Alors lui, il a 4 CPU et 14 Go de RAM. Bon, ok. Et sachant qu'effectivement, comme on parle ici, c'est du Blazor. Blazor, il a besoin d'avoir le serveur pour pouvoir pousser de l'information. Donc, c'est pas juste distribuer de la donnée. Il y a du calcul, il y a du traitement à faire derrière, quoi. Comme et ça, c'est la mémoire dispo qui va être quand même important à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, la mémoire, le CPU, puisqu'il y a du traitement, effectivement. Et ça, c'est effectivement une grande question quand Blazor est sorti, Blazor Server. C'est, oui, d'accord, mais c'est comme ASP.NET, il y a du traitement serveur aussi. Qu'est-ce que ça demande comme ressources ? Jusqu'à combien d'utilisateurs on peut aller ? Et donc, ils ont fait effectivement ce genre de test. Ouais. Alors justement, moi, mon application, je suis en stade de développement, là, c'est-à-dire que il n'y a pas de bêta, je suis en train de faire seulement l'app. Bon, ok, me taper dessus, j'ai pas mis de test unitaire, mais peu importe. Justement, c'est une question que j'en viendrai. Test unitaire, test de charge, la cohabitation, une question que j'ai. Et qu'est-ce que je dois mettre en place pour tester ça ? C'est vraiment, je vous jure, je suis vraiment sincère.
quelle est la bonne méthode? Parce qu'a priori, il y en a plein et il y a plein de tests. Je suis un peu perdu dans tous les tests qu'on peut trouver. Test de charge, test de stress, test de... Alors, il y en a au moins une dizaine de noms de stress, de tests. Voilà, c'est ça que j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est vrai que la question, c'est comment eux font ça? Comment ils font pour dire, tiens, il y a 5000 utilisateurs? La première solution, ça Teams, serait il a tombé. Pourquoi Teams est tombé? Là, je pense qu'ils sont largement au-dessus de 5000 utilisateurs et qu'ils ont été peut-être un peu pris de court. Maintenant, ça a l'air quand même depuis. Enfin, moi, j'ai vu ça lundi matin, mais maintenant, c'est ça, c'est bon, quoi. Et la charge, je pense pas à diminuer loin de là, mais il faut évidemment régler ça. On en discutait même par rapport à Teams. Il y a dans Azure des systèmes de scaling automatique, donc il dimensionne, il augmente. Bon, Azure a quand même aussi sa limite. Et là, à mon avis, c'est pas 5000, on est largement au-dessus. Et donc, rajouter de la puissance, c'est pas juste rajouter 50 machines virtuelles ou 50 CPU pour que ça marche, quoi. Mais donc, il faut faire des tests. Ça, c'est la base. Oui, je voulais juste te dire une chose. Je crois que c'est la première fois qu'on a une intro aussi sophistiquée. Tout ça pour dire qu'on va te parler des tests de performance. Voilà. C'est pour dire pourquoi. Oui, parce qu'on a quand même préparé un petit peu, mais on s'est posé la question, effectivement, il y a quelques jours, de dire... oui, c'est bizarre. Hein. On s'est posé la question de se dire, tiens, mais comment on fait pour tester une application ? C'est des choses que vous faites probablement, nous on a déjà fait aussi, c'est de se poser en tout cas ce genre de questions et puis de savoir quels sont les outils qu'on va pouvoir mettre en place pour mettre tout ça. Alors comme tu disais Christophe, il y a plusieurs choses quand on parle de tests, des stress tests, des tests de charge, des tests de performance. Comme tu dis, il y en a une dizaine. J'avais été repéré, je ne sais pas si on peut cliquer sur le lien ici pour ceux qui ont la vidéo. Est-ce qu'il va ouvrir le... Il y a test de charge, test de performance, test de dégradation de transaction, test de stress, test de robustesse, d'endurance, de fiabilité, de capacité, de montée en charge, les tests aux limites, les tests de résilience, les tests benchmark, les tests de composants, les tests de volumétrie, les tests de... Mais c'est juste waouh, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, enfin on pourrait, mais ça demande quand même pas mal de ressources. Donc on ne fait en général pas tout, et on essaie de s'intéresser à souvent soit des tests de charge, soit des tests de performance ou des stress tests. On va voir un peu les différences entre les deux, enfin entre tout ça. Après, c'est des différences qui sont parfois un peu minimes. Hein. Mais donc si on parle de tests de charge, l'idée c'est quoi? C'est de tester l'application, le site web, l'application, pour vérifier si on peut gérer une charge spécifiée d'utilisateur. Nous, c'est ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on a des clients qui nous disent, voilà, on veut développer une application et on sait qu'on va avoir, par exemple, 50 utilisateurs simultanés qui vont se connecter en permanence sur l'application Internet ou intranet et on veut que ça réponde en moins de, 30 millisecondes. Il faut qu'on affiche une donnée et la donnée apparaisse en moins de 30 millisecondes. Donc, quand on affiche un écran, même chose. Donc, ça, c'est plutôt des tests de charge. Si on parle de stress test, c'est à la limite là, c'est pousser le processus un peu plus haut, c'est de tester la stabilité des applications, mais dans des conditions vraiment extrêmes. Là, on va, par exemple, augmenter progressivement le nombre d'utilisateurs ou le nombre de requêtes sur le serveur pour en gros voir jusqu'où ça va tenir, quoi. Et on va se rendre compte que peut-être qu'à 5000, c'est un peu ce que Microsoft a fait, c'est à 5000, tout ça va bloquer, va péter. Donc c'est un peu ça l'idée ici, c'est essayer de tester ça. Moi, je n'ai pas essayé de faire tout. Souvent, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt des tests de charge. C'est voir en mettant éventuellement des paliers différents et en mettant des limites pour voir un peu jusqu'où ça peut tenir, jusqu'à quelle performance tout ça peut aller. Alors, oui. Et justement, il y a test de charge et je ne savais pas, c'est différent de test de montée en charge. Mais alors, le test de montée en charge, c'est que là, vraiment, on a le terme montée qui a priori, ce que j'ai compris, c'est qu'on va y aller tout doucement, ça monte. On augmente au fur et à mesure la chose, alors que test de charge, dis-moi si je me trompe, hein, je ne suis pas spécialiste du tout, c'est carrément, boum, allez, on met 10 000 utilisateurs. Oui, on n'est pas obligé de mettre 10 000 d'un coup, on va peut-être augmenter, mais ça ne sera pas une progression lors du test. Ouais. On va spécifier des caractéristiques et des objectifs au départ, et puis on va les fixer, et puis dire, tiens, voilà, c'est pour 100 utilisateurs ce que ça donne, puis si ça passe, on va relancer éventuellement un test par après. Pendant quelques minutes, ça peut aller aussi pendant quelques heures, hein, juste tester pendant 2 heures pour voir par rapport à l'utilisation comment le processus et le système va réagir, quoi. Donc souvent, nous, on l'utilise déjà pour se rassurer le client, et soit parce que le client le demande, mais malgré tout, avant de mettre en production, on essaye maintenant de lancer au moins quelques tests de charge pour voir un petit peu si, en faisant des estimations initiales, de dire, tiens, si on a effectivement une centaine d'utilisateurs, comment va réagir l'application. Et parfois, c'est simplement avec 3-4 utilisateurs, on va se rendre compte que déjà, il peut y avoir des problèmes qu'on va pouvoir corriger avant que ça passe en prod, c'est toujours mieux. Et donc, c'est du style, tiens, on avait prévu dans les développements qu'on va faire des connexions à une base de données ou des connexions fichiers, mais quand on en met 3 simultanés,
ben forcément, il y a du traitement parallèle qui s'enclenche. Et là, le cas typique, c'est tiens, la connexion à la base de données. Le premier fonctionne, le deuxième fonctionne, et le troisième, lui, soit il est complètement dans les choux, soit il doit attendre beaucoup plus de temps pour obtenir une réponse, quoi. Et donc ça arrive régulièrement qu'on se rend compte que c'est parfois juste des petites configs ou des paramètres qui vont parfois faire péter simplement le process et l'application. Et on n'avait pas pensé à ça parce que quand on est tout seul... Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, de pouvoir monitorer l'évolution de la réponse de charge de son application dans le temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, sur un scénario bien particulier, on est à 500 millisecondes de temps de réponse moyen de l'application, et puis là, on a fait juste une petite modification, et puis tout d'un coup, on se retrouve à 750 millisecondes. Ouais. Donc, ça permet de donner une alerte en disant attention, les modifications qu'on a faites, soit on sait qu'on l'a fait exprès, mais on sait qu'on va le corriger, soit il y a un bug quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. De manière générale, tu parles de millisecondes de manière générale. Une bonne latence, c'est quoi? Ça dépend. Ça dépend des exigences qui sont demandées. Moi, souvent, je considère de manière graphique qu'une information qui apparaît à l'écran, il faut pour l'utilisateur, pour avoir un ressenti d'affichage, que ça doit apparaître en moins de 4 secondes. Mais 4 secondes, c'est énorme, hein. Donc, si c'est en dessous de 4 secondes, on peut encore estimer que l'application, pour l'utilisateur, l'application réagit. Si c'est au-dessus de 4 secondes, lui, en général, il considère que l'application, elle a planté et il va cliquer partout ou il va la fermer, quoi. Mais ça arrive parfois que des modules de recherche, si on fait des recherches, parfois en recherchant beaucoup de données, où on va dépasser ces 4 secondes, et là, il faut prévoir des systèmes de progression, des choses comme ça, quoi. Maintenant, ça dépend de l'utilisation. J'avais lu quelque part, je ne sais plus exactement les chiffres, mais je me demande si Microsoft, dans toutes les requêtes, les API qu'il demande, je me demande si ce n'est pas obligatoirement inférieur à 50 millisecondes, mais je m'avance peut-être un peu sur ces valeurs. Non, ça c'est pour tout ce qui est async. Tu confonds. Tout ce qui est traitement par rapport à l'async, je ne sais plus. Je sais qu'ils ont des caractéristiques sur ça. Il faut que c'est par rapport, mettez en place le pattern async await dès que vous avez quelque chose qui dure plus de 50 millisecondes. Ah oui, c'est possible, je ne sais plus. Mais bon, oui, ça dépend effectivement des critères que l'entreprise et que le client est capable d'accepter. Donc oui, ça dépend un peu de ce qu'on veut mettre et puis le temps qu'on veut y consacrer, hein. Si on veut que ça aille plus vite, forcément, il faut passer du temps dans les optimisations, passer du temps dans certains systèmes, vérifier tout ça. Donc, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne prend pas le temps et qu'on se dit, bah oui, ok, ça attend, on met un curseur d'attente et malheureusement, l'utilisateur attendra et puis voilà. Peut-être pas la bonne solution, mais pourquoi pas. Ça marche, quoi. Tout dépend aussi le type d'application, à qui c'est destiné. Aussi, ouais. Si tu commences à dire on va mettre un timer sur Amazon.com, je pense que tu vas te faire virer assez rapidement. Ouais, c'est ça. En revanche, dans un intranet ou ce genre de choses, il y a de temps en temps un certain nombre les critères sont pas du tout les mêmes, quoi. Ouais. Et ça dépend peut-être des pages aussi, hein, des endroits, quel type de page. Si on fait une commande, comme tu dis, sur Amazon, le remplissage dans le panier doit être très rapide, mais peut-être que si c'est vérifier la carte Visa, ça va peut-être à la limite, si on attend une seconde, c'est peut-être pas dramatique non plus, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc quels sont les outils maintenant pour mettre ce genre de solution et de se dire tiens, je veux tester ça. Alors on voudrait que ça soit des outils assez rapides, que ça prenne pas trop de temps. Donc première chose, moi c'est ce que je faisais il y a quelques mois. Première chose, c'est on va s'orienter dans Visual Studio qui est bourré d'une tripotée d'outils dans tous les coins. Et il y a effectivement un outil dans Visual Studio qui s'appelle le Web Performance and Load Testing Tools. Par défaut, je pense qu'il n'est pas installé dans Visual Studio. Donc, il faut aller le cocher pour l'installer. Il existe dans Visual Studio Enterprise 2017, la version 2019 aussi. Et une fois qu'on l'a installé, on a un nouveau type de projet disponible avec un assistant. C'est très facile à mettre en place. On ouvre l'assistant, on peut choisir, tiens, est-ce que je veux me baser sur Azure, sur le cloud? Est-ce que je me base sur un serveur on-premise pour envoyer cette multitude de simulations de données, de requêtes qui vont être envoyées sur mon serveur? Et puis on configure des patterns pour savoir la distribution qu'on veut utiliser et ensuite quel type de requête on va vouloir mettre en place. Est-ce qu'on va faire une requête pour faire simplement une requête HTTP, donc récupérer une donnée? Est-ce qu'on veut aller plus loin par exemple, des choses comme ça? Ça marchait très bien, je dis ça marchait très bien parce que je ne sais pas pourquoi, Microsoft a décidé de le retirer de son offre. Et donc Visual Studio 2019 est globalement la dernière version qui utilise et qui gère cet outil de test de charge. Je l'ai même moi utilisé dans la dernière version de Visual Studio. Alors c'est pour moi plus que deprecated, c'est vraiment
certaines fonctions ne fonctionnent en gros quasiment plus ou plus comme il faut, et donc il faut commencer à chercher. La documentation n'est plus à jour. Enfin, moi perso, je l'ai essayé dans la 2017, ça marchait très bien. Dans la 2019, j'ai eu que des problèmes avec, et donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ça. Donc de trouver un autre outil. Ouais, c'est vraiment étrange le fait qu'ils arrêtent cet outil parce que moi je l'avais utilisé plusieurs fois et c'est vrai que c'était bien. Ça marche bien. Hein. Et je t'avouerai que je l'ai appris en lisant tes slides, en voyant que c'était des briquettes. J'étais pas au courant et donc j'aimerais bien avoir s'il y a un de nos auditeurs qui a la réponse, ce serait bien qu'il nous le transmette soit sur le Slack en envoyant son email au Slack, soit sur YouTube dans les commentaires. Ouais, c'est ça. C'était de la bombe ce truc. Oui, mais c'était peut-être compliqué à certains moments parce qu'effectivement, ça devait gérer toute l'historique en quelque sorte. Moi, la seule explication que j'ai, c'est que forcément les technologies évoluent. Donc, par exemple, si je prends l'outil qui est là, on pouvait faire des connexions HTTP, récupérer des données, etc., mais basées principalement, initialement, sur des patterns de type web service, donc XML. Maintenant, on est plutôt sur des web API avec du JSON. Le JSON, nativement, n'était pas dedans. Donc, on pouvait le rajouter parce que derrière, ça génère des procédures, ça génère éventuellement du C#, donc on pouvait le faire. Mais c'était plus compliqué. Donc, on dirait qu'il n'a pas été maintenu. Mais au départ, moi, j'avais fait tous mes premiers tests à partir de là et ça te donnait des graphiques, des trucs et non, ça marchait bien. Faut savoir, moi j'ai un client, un gros client que tu connais, Denis, qui a une de ses applications principales où il y a une personne qui est pratiquement à temps complet et qui fait que ça, quoi. Pour notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure, non pas faire des tests de charge, mais pour faire des tests de non-régression. Oui, parce que tout seul pour faire des tests de charge, il faut être au moins 100 ou 200 pour faire des bons tests de charge. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Quoi. Si tu n'as pas d'outils, Et 5000 ou 20 000 avec Microsoft, donc ils te font des annonces au micro en disant qui veut venir appuyer sur le bouton. Qui permettent de faire des vrais tests de charge. C'est ça. Il faut qu'ils appuient tous en même temps. Hein. Ah oui, ça devient compliqué. Ouais. Il y a des micros dans la salle. À cliquer. Voilà. Faut pas être à côté du haut-parleur. Hein. Donc voilà, cet outil-là, il existe toujours, il n'existera plus dans la prochaine version. Enfin, en 2020, on y est déjà, donc c'est moche. Donc moi, quand j'ai vu ça il y a quelques mois d'ici, je me dis, on va essayer de voir ce qui existe sur le marché d'autres. Hein. Peut-être que Microsoft est en train de préparer quelque chose. Hein. Je ne suis pas au courant, mais je ne sais pas. Donc, quels sont les autres types d'outils ? Si on regarde un petit peu et bêtement prendre une liste sur que ce soit Wikipédia ou d'autres sites, il y en a toute une série qui existe, forcément. Il y en a un notamment qui est assez connu, qui est le JMeter, qui est sous licence Apache. Plus Techno Java, ça ne change rien. C'est par exemple des connexions Web API ou des choses comme ça, ça se fait de la même manière. Apparemment, il marche bien. Il y en a un que j'ai essayé aussi, qui est le West Web Surge, qui est un outil plus graphique, donc un peu comme l'outil dans Visual Studio. Donc, je montrerai quelques écrans un peu par après. Donc, je vais les montrer maintenant. Plop, 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 plop. Je vais passer, je reviendrai là-dessus. Qui ressemble à ceci. Donc, c'est l'avantage, c'est que c'est graphique. En gros, on peut créer des tests sans même commencer à maîtriser de la programmation, du code ou n'importe quoi. On a même un bouton capture. Donc, on appuie dessus, puis en gros, on surfe et ça capture tout le trafic réseau. Et puis, on enlève tout ce qui ne nous intéresse pas éventuellement et on garde que les requêtes web qui nous intéressent. Tu as la même chose avec Apache JMeter, mais c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Faut mettre en place un proxy, etc. Je ne sais pas, pour WebSearch, je n'ai jamais essayé, mais il y a la même chose sur JMeter. Ici, il n'y a pas de proxy à devoir mettre en place. Il utilise l'outil Fiddler, qui propose une bibliothèque d'ailleurs pour capturer. Donc, c'est la même bibliothèque qui est utilisée. J'ai juste rencontré quelques problèmes, mais il faut affiner ça. C'est sur l'HTTPS. Donc, la sécurité doit générer un certificat temporaire, des choses comme ça qui doivent être validées. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais à part ça, tout fonctionne, quoi. Capture est là, on surfe sur le web et plop, plop, toutes les requêtes apparaissent directement dans le navigateur. Il n'y a pas des tests pour utilisateurs ? Non, mais c'est tout con ce que je dis, mais je veux dire, tu as un site, une application, un website. Oui. Il y a un truc qui bouge dans le flou. Et ça testerait un site web comme un humain, mais ils sont 10 derrière ou 100 derrière. Si, ça existe. Il y a notamment le plus connu là-dedans, c'est Selenium, par exemple, qui fait ça. Mais là, on se base plus sur des tests où il y a des outils intégrés Angular, notamment. Mais c'est des tests plus utilisateurs, comme tu le dis. C'est moins des tests de performance, c'est moins des tests dans lesquels je vais envoyer massivement. Bon, après, on peut les répéter et les exécuter à la volée, en parallèle, etc. Pourquoi pas, hein. Donc, ça peut servir de ça aussi, quoi. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire à ce propos ? Moi, c'est tout, je dirai tout à l'heure.
Mais Non, ça, on va par arriver à un exemple, déni de service au bout d'un moment. Si on les exécute beaucoup, oui. D'ailleurs, je vais montrer dans l'exemple que j'ai mis ici. Donc, on va parler d'un autre outil. Je vais le citer tout de suite, qui se trouve sur les slides pour ceux qui ont la vidéo, qui s'appelle NBomber. Moi, qui m'intéresse parce qu'en gros, c'est du développement en .NET, donc il n'y a pas d'écran graphique, en tout cas pour le moment en tout cas, il n'y a pas d'interface graphique, mais c'est je crée un outil avec des API en quelque sorte, c'est un HTTP step, point crié, donc je mets des méthodes et je dis ce que je veux faire. Et quand j'ai fait les essais, tu parles avec des systèmes de hacking, entre guillemets, puisqu'on accède 100 fois par seconde ou 100 fois en permanence à un serveur. Mais j'avais essayé ici de le connecter pour dire, tiens, je vais faire un petit essai en me mettant sur le site de Google, google.be, avec une petite recherche, et je fais la méthode de recherche classique. Et puis quand j'ai voulu aller surfer sur Google, il m'a dit, ah, nous avons détecté que quelqu'un a fait des tentatives à partir de votre PC. Est-ce que c'est bien vous qui voulez que vous connectez? Et donc il y a un système supplémentaire de vérification que Google propose pour pouvoir bypasser un petit peu cette tentative, on va dire, de hack. Oui, tu as reçu une lettre recommandée parce que tu étais en train de faire de déni de service sur un site, quoi. Voilà. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait comme dans l'exemple ici, j'ai demandé d'avoir 100 requêtes en parallèle pendant 10 secondes. Bon, et au total, ça m'a fait quand même 300 requêtes en 10 secondes qui ont été envoyées. Donc lui, il a, à juste titre, je suppose, détecté quand même que c'était un problème. Justement, tu vas envoyer ça sur ta web app. Côté Azure, ils vont pas te dire à un moment donné, stop, il n'y a pas une protection qui pourrait dire, il se passe quelque chose d'anormal? Non, de base, non. Alors peut-être que Richard, toi, tu as peut-être d'autres infos au niveau firewall ou des choses comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai jamais rencontré de problème là-dessus. Non, mais dans ce cas-là, tu risques d'avoir une alerte sur ton portail Azure. Et après, tu peux mettre en place des règles pour faire pour arrêter des requêtes, quoi. Oui. Et justement, excusez-moi, j'ai plein de questions. Vas-y. Justement, ça a un coût tout ça? C'est un coût de quoi? D'hébergement dans Azure, tu parles? Non. Tu vas utiliser à mort soit ta web API, soit ta web app. Et donc forcément, ton plan Azure, il va exploser. Il va pas ça dépend quel type de plan tu utilises. Si tu utilises un plan qui est, ce qu'on parlait d'ailleurs tout à l'heure de auto-scaling, effectivement, si tu lui dis, tiens, je reçois beaucoup de requêtes pendant un temps prédéfini, augmente la puissance de la machine ou augmente la puissance du site web, ce qui est totalement faisable dans Azure, bah là, lui, ce qu'il va faire quand il va recevoir des requêtes comme ça, il va augmenter le plan. Donc forcément, ça va te coûter plus cher. Mais c'est un petit peu ce que tu veux, c'est de tester, voir si ton site réagit. C'est pour ça qu'on ne va pas faire ça pendant 3 jours non plus. On va faire ça pendant quelques minutes, quelques heures maximum, juste pour vérifier. Mais ça coûte. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a des environnements différents, un environnement de dev, un environnement de test, un environnement de prod. L'environnement d'acceptance, donc de test, est similaire et quasiment identique à l'environnement de prod, sauf que les ressources sont plus basses. Alors, avant de mettre en production, on peut encore dire, tiens, je vais tester ça sur l'environnement de production. Si on est en production et qu'on veut refaire un nouveau test pour voir si les performances n'ont pas altéré, vous n'allez évidemment pas faire ça non plus sur l'environnement de production existant, parce que tous les utilisateurs connectés, ils vont en plus d'eux recevoir 3000 requêtes simultanées sur le système. Forcément, ça va être beaucoup plus lent ou ça va ralentir les requêtes. Ce n'est pas le but de eux les ralentir. Donc, ce qu'on fait avec Azure, c'est qu'on prend l'environnement d'acceptance, on le met au même niveau, donc on prend le curseur et on le met au même plan que l'environnement de production, que ce soit en termes de website, en termes de base de données, en termes de stockage, tout doit être évidemment similaire, quoi. Et puis là, on peut lancer le plan de test, on peut injecter massivement 3000 requêtes pour voir un peu comment le système tient. Et ça va coûter quelques euros pour ça, oui. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'avant de partir dans la discussion un petit peu à gauche à droite, c'est qu'il nous explique comment ça marche NBomber pour créer justement un test de charge. Un test de charge, oui. On peut peut-être commencer par là et puis après on verra effectivement comment tout ça peut être utilisé. Alors, le NBomber, en fait, il travaille de manière un peu similaire même aux outils qui sont des outils graphiques ou les autres. Il se base sur un scénario. Donc, on va créer ce qu'ils appellent un scénario. Un scénario, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes. 1, 2, 3 ou plusieurs étapes. Et chaque étape va pouvoir contenir, dans mon cas, puisque c'est du .NET, va pouvoir contenir du code C# qui vont définir les requêtes ou les manipulations de traitement de données, de requêtes que je vais vouloir exécuter. Donc, par exemple, pour ceux qui ont la vidéo, on le voit ici, j'ai une application console. J'ai juste importé le package NuGet NBomber. Il y en a 2, il y en a un pour faire une connexion à une DB et il y en a une pour faire des requêtes de type HTTP. Donc, il a tous les outils, notamment ici, un HTTP step, dans lequel je vais pouvoir lui dire, tiens, tu vas me créer un scénario. Le scénario va contenir une étape
va contenir, pardon, je vais créer une étape, on va commencer par là, une étape qui va se connecter sur une requête, et la requête, c'est, on le voit ici, c'est un http://createRequest dans lequel je lui dis, je fais une requête de type get, de type post, de type put, avec l'URL dans laquelle je vais vouloir exécuter ça. Donc par exemple, ici, je fais un createRequest post, je me connecte sur mon serveur API dans lequel j'exécute la méthode API search. Éventuellement, je rajoute l'entête d'autorisation avec un withHeader authorization, le bearer par exemple, un withHeader pour dire j'accepte les application JSON, avec un withBody dans lequel je lui donne un contenu JSON de type application JSON, donc un contenu classique JSON que je vais vouloir envoyer. Et souvent, ce JSON d'ailleurs, je vais pouvoir demander qu'il soit dynamique. C'est l'avantage, et c'est un des avantages, moi, en tant que programmeur, de pouvoir le faire en .NET, en C#, c'est que je peux, par exemple, me faire une méthode de génération aléatoire, à la limite, de contenu JSON, dans lequel je peux faire varier que quelques paramètres, des ID, ou des paramètres last name, ou des paramètres de recherche, des choses comme ça. Mais donc, pour ne pas toujours envoyer la même valeur. Parce qu'évidemment, si j'envoie à ma méthode de recherche toujours la même donnée, certains serveurs, vous l'avez peut-être développé, le serveur va gérer un système de caching et dire tiens, j'ai déjà reçu cette donnée-là dans les 10 dernières données, je ne fais plus le traitement, je vous renvoie la donnée directement, la valeur de retour. Donc évidemment, on veut éviter de pouvoir faire ça aussi dans certains cas. Donc on peut demander de générer du JSON, de générer du contenu de manière aléatoire. Et donc je fais mon HTTP create request en lui donnant ma méthode, mon post, mon contenu, mon body, et puis de vérifier si le résultat, donc un with check, pour vérifier si le résultat que je récupère correspond bien à un statut correct, donc un isSuccess status code. Donc ça fait 4-5 lignes de code qui font simplement l'envoi de la requête, le résultat, je le récupère, et ça, c'est une requête autonome, on va dire, une étape, une première requête que je vais intégrer dans mon étape, qui est, ici, je l'ai appelée MySearch. Et donc, via le mbomber, c'est simplement un http step.create, on lui donne un petit texte d'identification de l'étape, et on lui spécifie simplement l'appel à la méthode myRequest, dans lequel j'ai fait toute ma requête HTTP. Donc, si je comprends bien, si tu veux tester un site, tu fais comme ça un certain nombre d'étapes que tu paramètres en disant je vais sur la page home, ensuite je vais sur la page Tartampion, après je vais sur la page etc., etc. Je fais un certain nombre d'actions en post, en get ou en delete, etc. C'est ça. Et donc tu as un certain nombre de tests et après, qu'est-ce que tu en fais? Et après ces tests, je vais les globaliser derrière, donc en fonction des étapes, derrière un scénario. Et donc le scénario, c'est tout simplement regrouper ces étapes. Donc on vient simplement ici dire, je fais une variable, enfin un objet pardon qui s'appelle scénario builder. Je fais scénario builder.create scénario. Je lui donne un nom d'identification aussi, et je lui donne la liste de toutes les étapes avec un tableau d'étapes. Donc j'en ai une dans mon cas, mais je peux en mettre 2, 3, 4, 5 étapes qui vont pouvoir être exécutées les unes à la suite des autres. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce scénario? Je vais en quelque sorte le configurer en lui disant, ben voilà, ce scénario qui dans mon cas va exécuter une requête, mais ça pourrait être encore une fois 2 ou 3, je lui dis, tu vas me demander d'exécuter ces requêtes-là de manière concurrente. Donc j'ai une méthode qui est with concurrent copies, dans laquelle je lui dis, tu me fais ça 100 fois en parallèle. Donc il va lui traiter en background, en arrière-plan, il va simplement faire 100 threads, et il va exécuter la première dans le premier thread, la deuxième dans le deuxième, le troisième, et ainsi de suite, et il va en faire 100 en parallèle, et il va obtenir des résultats, et à chaque fois qu'il obtient un résultat, il relance une deuxième pour avoir en permanence 100 copies simultanées qui sont en train d'être exécutées, qui sont en mémoire. Donc ça, c'est le nombre de copies. Ensuite, j'ai un with warm-up duration, dans lequel là, je lui donne le temps, en secondes par exemple, ici, je lui dis, tiens, j'ai 10 secondes de ce qu'ils appellent le démarrage, le warm-up, c'est-à-dire j'ai 10 secondes dans lesquelles je vais exécuter mon process et toutes mes requêtes, mais je ne vais pas utiliser les résultats dans mes résultats finaux. C'est souvent utilisé, je prends le cas d'ASP.NET, il y a toujours un temps de latence pour démarrer le serveur, démarrer le processus. Et il y a beaucoup de serveurs où il y a besoin d'avoir quelques secondes pour démarrer le système, de mettre en mémoire quelques objets, de mettre en mémoire quelques éléments lors de la première connexion, par exemple. Donc, tu truandes, là, tu mets tout en cache dès qu'il y a une requête. Et puis oui, alors ça, c'est pas le but. Sauf si tu fais des éléments aléatoires. Mais maintenant, tu peux mettre ce temps de warm-up à 0 si tu as envie. Hein. Pourquoi pas? Mais ça existe. On peut mettre un temps de warm-up de quelques secondes pour laisser le temps au process de démarrer. Ce qui est souvent le cas. Hein. Quand un utilisateur se connecte, il n'est pas le premier en règle générale. Il y en a quelques-uns qui sont derrière et qui ont déjà fait éventuellement le démarrage du système, quoi. Et ensuite, j'ai juste une méthode qui me dit with duration, et je lui donne le temps de mon test, de tous mes tests, combien de temps ils vont durer. Là, j'ai mis 60 secondes. Donc, en clair, j'ai 10 secondes de démarrage, 60 secondes de test, avec 100 copies en permanence, 100 threads en permanence qui vont démarrer, qui vont s'exécuter.
Et puis, donc ça me fait mon scénario, cette variable scénario qui est créée. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je lui dis le nbomber.runner, donc j'ai un objet d'exécution. J'enregistre le scénario, register scénario, je lui donne ma variable scénario. Et puis j'ai une méthode run in console qui va exécuter le résultat, comme son nom l'indique, dans la console, et donc d'obtenir toute l'information qui va afficher après les données dans la console. Et ça ressemble à quoi? Ça va ressembler, donc ça c'est juste l'affichage, ça va ressembler à ce qu'on voit ici en mode page web. C'est exactement la même chose en console, sauf qu'on a juste le tableau supérieur pour ceux qui ont le visuel. C'est-à-dire qu'on va retrouver un petit tableau qui va me dire, voilà, j'ai exécuté 1258 requêtes. J'ai obtenu 1258 requêtes en statut OK. J'ai 0 failed. Donc dans ce cas-ci, c'est déjà bien. C'est ce que je disais au début. Moi, quasiment à chaque fois qu'on fait ça la première fois, on a toujours oublié un petit paramètre de config à la DB, à ceci ou là, et pouf, j'ai 50% des requêtes qui tombent en fail, quoi. Et c'est juste mauvais, tes développeurs. Ouais, ou celui qui configure le serveur. Donc, je sais pas, c'est pas les devs, c'est plus la configuration du serveur. En général, c'est moi. Donc, tu vois, c'est c'est moche. Mais donc, ça, en général, les requêtes, on obtient souvent à peu près 100% des requêtes qui sont bonnes. Et puis ensuite, on a, et c'est là ça va plus nous intéresser, c'est le temps de réponse des requêtes. Et donc, on a le temps minimum en millisecondes, 96 millisecondes pour obtenir une réponse, pour le minimum. Et ça va jusque 18 secondes pour obtenir certaines réponses. Pourquoi 18 secondes? Parce que certaines requêtes, puisque j'en ai 100 en parallèle, certaines requêtes sont mises peut-être en attente dans SQL Server si je me connecte sur une DB de ce type-là, parce que derrière, il ne peut pas accepter tout le trafic. Et donc, je peux aller plus vite, mais il faudrait peut-être que j'augmente la puissance de mon serveur ou augmenter la puissance de ma DB. Donc ça, c'est encore une fois, c'est un juste milieu. Est-ce qu'on accepte ou pas, quoi? Donc j'ai le minimum, j'ai le maximum, 96 millisecondes, 18 000, donc 18 secondes. Et donc il me donne une moyenne, il me dit en moyenne, on est à peu près à 1 seconde. 1085 millisecondes de moyenne pour exécuter ma requête de recherche dans ce cadre-ci. Après, c'est à vous à voir, est-ce que c'est acceptable ou pas. Donc, et après, tu as la distribution aussi. Après, on a la distribution, oui. On a la distribution avec ce qu'on appelle le temps de réponse en percentile. Donc, c'est en gros, si je mets un nombre de points, si je suis en dessous de 50%, c'est tous les points qui sont en dessous de 50%, combien de temps ont-ils mis pour pouvoir exécuter cette requête. Et donc là, je vois que je suis à 583 millisecondes pour 50%, on va dire, des requêtes dans ce cas-ci. Et il y a des critères comme ça de 50%, 75%, 95%, avec une distribution standard de 1409 dans l'exemple qui est ici, quoi. Et puis les taux de transfert. On a combien j'ai transféré de data. Donc minimum, je transfère, ça c'est une bête petite requête, il y a juste un get, donc je transfère 0,1 K de données dans un sens. Et en moyenne, j'ai 0,13 mégas pour l'ensemble de toutes mes requêtes qui ont été envoyées. C'est très très peu de données dans ce cadre-ci qui ont été envoyées et reçues, donc c'est pas très significatif dans mon cas ici, quoi. Et justement, cette image qu'on a à l'écran, là où on voit un beau tableau, et puis un camembert, et puis un graphe, c'est nbomber qui le génère ou c'est toi qui l'a... Oui, non, c'est lui qui le génère. Alors, si je me mets dans le Visual Studio, voilà, si je me mets dans Visual Studio ici, je vais aller vous montrer le résultat. Ça sera plus simple. Ouais. Le résultat se trouve dans le debug. Il y a une rubrique report. Voilà, les tests que j'ai fait tout à l'heure. Donc, dans le dossier bin. Ah ouais. Dans le dossier bin, c'est évidemment tout le binaire. C'est une application console, hein, donc rien n'empêche. Oui, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour le moment, j'exécute le programme sur ma machine. Donc, c'est ma machine qui se connecte à mon serveur dans Azure ou à ma machine locale pour faire le test local. Oui. Vous pouvez très bien, je suis limité dans ce cas-là à ma vitesse de connexion ou à ma bande passante entre mon PC et on va dire Azure. On pourrait mettre une VM du coup. Ouais. Eh ben, voilà, comme c'est une application console, rien n'empêche de dire je prends le contenu du dossier bin debug, je vais dans une VM Azure pendant quelques secondes, je le démarre et j'obtiendrai le même résultat, mais d'une machine Azure sur un serveur Azure. Donc là, le trafic réseau va quand même être en général nettement plus important, enfin plus intéressant que celui que j'ai chez moi, quoi. Mais donc voilà, ce que j'ai, ça c'est la page web, c'est exactement ce que je montrais, donc avec le dessus le nombre de requêtes. J'avais ici créé 2 tests et en dessous les indicateurs sur le premier scénario et le deuxième scénario. Et ce que j'ai en interface console, c'est le contenu du TXT qui est ici, c'est exactement ceci qui apparaît. Donc c'est une sorte de petit tableau assez propre effectivement avec du texte, donc pour faire les séparations des colonnes, mais j'ai le nom de ma requête, de mon test qui est exécuté, et toutes les valeurs qui se trouveraient sur la page web apparaissent exactement de la même manière. Donc le nombre de requêtes, le temps de réponse pour l'un, le trafic, etc. Et
ce que fait NBomber, c'est qu'il me génère aussi un CSV avec les données brutes. Bon, là, si vous voulez les traiter par après, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu moins intéressant. Mais il fournit également un fichier Markdown qui a exactement le même contenu, mais que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir utiliser directement dans un wiki, par exemple, ou des choses pareilles. Donc, la mise en forme, la mise en page est déjà toute prête pour pouvoir afficher ça, pour afficher les données, quoi. Mais tu peux très bien imaginer des builds où tu as la build de ton application et qui publie automatiquement sur le wiki de l'Azure DevOps le résultat des tests de performance. Oui, il y a des tâches effectivement dans Azure DevOps pour pouvoir publier dans le wiki interne d'Azure DevOps et d'obtenir directement ça à chaque publication ou à chaque déploiement. On pourrait obtenir ceci et après faire des comparaisons. Comme on a les CSV, rien n'empêche de venir comparer le contenu des valeurs qu'on avait dans un build précédent par rapport au build courant, par exemple. Tout ça est faisable. Mais alors, c'est gratuit NBomber et c'est un truc open source du coup? Oui, NBomber, en fait, c'est ça moi qui m'intéressait. Il y avait deux aspects. D'abord, il était open source et donc, enfin, pas donc, mais gratuit également. Et il y a une société qui est derrière. Et c'est en C#, donc moi c'est ça ce qui m'intéressait aussi. L'inconvénient pour le moment, c'est qu'apparemment il est toujours en version bêta, en 0.60 quelque chose, ou en 0.16, je ne sais plus. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une offre peut-être premium, mais gratuite. Alors il y a déjà des offres payantes, parce qu'il y a effectivement une société qui se trouve derrière ça. Donc si je vais sur le site de nbomber.com. M2Troll. D'accord, c'est gratuit, machin, et après ça c'est quelques dollars qui ne sont pas encore annoncés. Oui, et alors ils ont ou ils vont proposer également, voilà, dans l'aspect consultance, la possibilité d'avoir des serveurs pour pouvoir lancer, si j'ai bien compris, lancer les tests chez eux. Parce que ça, c'est ce que je disais, nous ici, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'application console, la mettre dans Azure. Bon, ça demande quand même un petit boulot et des choses comme ça. Pourquoi pas avoir directement un service qui permettrait de faire ça? Donc apparemment, ils sont en train de mettre ça en place, mais j'ai pas été creusé plus loin que ça, puisque moi l'intérêt de l'exécution était déjà suffisante, quoi. J'avais une question, mais tu y as répondu tout à l'heure, c'était à quelle fréquence, du coup, on va faire des tests de charge dans la vie d'un logiciel? À chaque déploiement, alors. Idéalement, à chaque déploiement. Alors, je dis idéalement parce que ça permet de voir et de suivre un petit peu où on en est. Maintenant, oui, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut utiliser, je vais dire, de ce qu'on veut faire. Et en tout cas, certainement avant la première distribution en production, quoi. La première distribution. Comme une sorte de certificat de qualité de charge. C'est ça que je dis. Nous, il y a des clients qui nous imposent de dire prouvez-nous avant de mettre en production que ça marche, que ça tient la route, pas simplement que l'application, il n'y a pas de bug. Ça, c'est à la limite les tests unitaires qui sont plus des tests de développeurs qui vont intervenir. Mais prouvez-nous que si on a nos 200 utilisateurs qu'on a estimés qui vont arriver dessus, que ça ne va pas péter du premier coup, quoi. Et malgré si ce n'est pas le client qui le demande, moi, encore une fois, moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant de au moins le faire. Ça ne demande pas énormément de boulot. C'est juste quelques commandes, comme on le voit, devoir écrire. Après, il faut entre guillemets, écrire les bonnes requêtes Web API ou HTTP pour pouvoir faire les accès au service web, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, là, on a une application, une grosse application où on a une personne qui est à temps complet pratiquement dessus. Ce qui est important aussi, tout dépend de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on veut montrer, ou ce genre de choses. Mais je pense qu'il est important de les mettre en œuvre comme les tests unitaires, c'est-à-dire dès le démarrage du développement de l'application, parce que sinon après on le laisse de côté et on n'a que quelques steps dans le cadre de NBomber, là, quelques steps qui sont créés, et vous avez des scénarios qui sont complètement pauvres et qui veulent rien dire, qui vont vous donner un résultat mais qui veulent rien dire sur la vie de l'application. C'est ça. Le plus dur, effectivement, dans ce cas-là, le plus contraignant, c'est de définir en quelque sorte les étapes, comme il met ici, les steps, donc le chemin à parcourir, quoi. Parce que là, c'est un cas simple, je fais une requête web, donc juste dire je fais une recherche sur Hello World. Ça va vite, mais si on fait une vraie application, je me connecte, je m'authentifie, donc je récupère un token, ce token je le réutilise dans la requête suivante pour pouvoir aller faire une recherche dans un écran de recherche de profil, je récupère un premier profil, je vais me connecter sur un autre écran et je fais l'édition de ce profil, je le modifie, je le change, donc il y a toutes les étapes. Et si on veut être logique, il faut effectivement tester, je veux dire une grosse, si pas toute la majorité tout l'ensemble du site web, devrait être testé de cette manière-là pour voir si ça répond, quoi. Ouais. On teste vraiment du coup la web app ou la web API? Alors voilà, ça c'est la grande question.
moi, jusqu'à présent, j'ai jamais fait que des tests de Web API. D'abord pour une question de facilité, parce que tester la web app, il faut se connecter sur l'aspect plutôt graphique de l'application. Alors, c'est faisable, mais avec des outils tels qu'ici. Ici, c'est plutôt des outils dans lesquels j'appelle une méthode, une web API, j'appelle une requête HTTP. Si je veux faire des tests plus de type Angular, soit ils sont accessibles via des routes et je peux faire la même chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Soit il faut utiliser des outils, à mon sens, plus de type Selenium, qui sont des outils plus de tests graphiques. Et là, on va pouvoir à ce moment-là faire des simulations. Je clique là-bas, je fais ce clic là-bas, je clique ici, etc. quoi. Oui, en fait, tester les services tester les services qui, eux, vont appeler les Web API, ça me paraîtrait plus dans la logique des choses finales, puisque ton service, il va consommer un petit peu, il va aller chercher. Alors que si tu testes les Web API, tu perds une couche, à mon avis. Oui et non. Ici, nous, on était dans le cas où c'était une application de type Single Page Application. Donc, il y a effectivement du traitement, mais tout l'aspect traitement... l'aspect traitement local, non, oui, en ces temps-ci, c'est pas bon. Il ne faut pas être malade. Pas malade. Il a toussé. Attends, on coupe le micro. Donc, non, l'application Angular, elle va s'exécuter côté client. Donc, j'ai moins de maîtrise sur les performances liées à ça. Alors, on teste les performances, mais à la limite, c'est d'autres process. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était de maîtriser la communication entre l'application cliente et le serveur. Et donc, tous les traitements côté serveur. Le fait de dire quand l'application cliente, elle exécute une requête sur le serveur, ça va prendre un certain temps et combien ce temps va-t-il prendre et est-ce que c'est acceptable? Après, le traitement de récupération de ces données et le traitement en local dans l'application Angular, oui, c'est important, mais j'ai moins de maîtrise là-dessus parce que si quelqu'un avec une machine tout pourrie, ça va être plus lent que s'il a une machine de gamer, quoi. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que prenons l'exemple d'une page où tu peux éditer le nom et le prénom d'un utilisateur. Donc, tu as un formulaire où tu as son nom et son prénom. Donc, quand tu arrives sur cette page, donc tu y arrives avec une route avec Angular. Donc, au moment où tu vas déclencher cette page, donc qui pourra être interrogée par votre application de test de charge, l'application va aller appeler le Web API pour récupérer l'utilisateur et les afficher dans l'écran. Ouais. Et puis, quand la personne va faire save, à ce moment-là, il va faire un post vers les Web API. La seule chose, c'est qu'il va rester au même endroit. Donc, entre guillemets, ce test-là ne pourra jamais être fait par un outil comme NMember. Ouais, non, tout à fait. Puisqu'on restera dans la même route. Mais il y a des outils qui existent. Hein. Je parlais encore une fois de Selenium. C'est ce genre des outils qui peuvent être utilisés pour ça et qui peuvent calculer ça. Mais ce n'est pas exactement les outils pour moi de type test de charge dont on parle ici. Mais je suis d'accord avec toi, ça serait plus simple, Christophe, de faire ça. Ça, je suis d'accord. Tu es toujours là, Christophe? Oui, j'ai encore des questions. Je croyais qu'on t'avait assommé, c'est ça. C'est le fait que j'ai toussé. Ils ont la réponse. Oui, quelles sont les autres questions alors? Parce que sinon, on arrive tout doucement là. Ça, c'est bien. C'est super. On va avoir comme ici, on voit une courbe à l'écran où on a des appels. On a super, ça marche bien, c'est dans le vert. Ouais. Bon, j'imagine que moi, dans mon app, là en cours, il y a des trucs qui vont pas aller. Mon app, elle va super bien, mais je suis tout seul à le tester pour l'instant. Maintenant, vous êtes des pros, ça fait 15 ans que vous travaillez, tout ça. Il n'y a pas des bonnes méthodes? Des bonnes méthodes pour faire quoi? Des bonnes pratiques. On trouve souvent des choses, c'est les bonnes pratiques pour bien coder en C#, pour bien coder en Angular si vous voulez. Mais il n'y a pas des bonnes méthodes, déjà une sorte de livre blanc qui va vous dire, voilà, pour les tests de montant en charge, voilà, évitez au niveau de la connexion DB de faire comme ça parce que c'est pas bon. Ça marche, mais c'est pas bon. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, non. Les bonnes pratiques au niveau attention, quand vous êtes tout seul, ça va aller, mais vous êtes deux, ça va plus aller. Oui, mais je vais te répondre en te posant une question. Je vais te dire, voilà, j'ai un colis à transporter à Lille. Est-ce que tu pourrais le transporter pour moi? Et est-ce que tu as l'outil de transport adéquat? Je vais te demander combien il pèse, ses dimensions. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Tout dépend du contexte de ton application. Tu as énormément de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. La connexion à la DB qu'on parlait tout à l'heure, il y a plein de façons de se connecter à une DB. Dans tous les contrôleurs, on va avoir
on va avoir les connexions, quoi. Donc forcément, là, finalement, on va pas... Voilà, ce qu'on essaye de faire, si j'essaye de résumer, mais comme dit Richard, ça dépendra des applications, ça dépendra de toute une série de critères. Moi, je dirais à la base, de manière vraiment bateau, c'est essayer de travailler le maximum avec du parallélisme, donc tout ce qui est les async, les await, les tâches, etc. De travailler un maximum avec ça. Ça déjà, ça permet de faire du traitement parallèle, mais il faut pouvoir le tester au moins à deux. Si tu fais du traitement parallèle et que tu es tout seul en faisant qu'un seul traitement, forcément, ça limite un petit peu les tests. Donc au moins tester avec ce genre d'outil de manière parallèle. Et deuxième chose, comme tu dis, c'est la connexion à l'ADB. Moi, je ne vais pas dire une fois sur deux, mais on oublie le paramètre de, je crois que ça s'appelle multiple result set, si je me rappelle bien, dans la connection string d'SQL Server, qui permet justement d'accéder à l'ADB de manière parallèle, donc de faire des requêtes parallèles. De ne pas dire je fais une requête et je dois attendre que celle-là soit terminée. Il permet d'accéder à SQL Server de manière parallèle. Donc ça, c'est juste de la configuration en quelque sorte dans la connection string, mais c'est une configuration qu'il faut indiquer et qu'il faut faire. Ça, c'est voilà, clair. déjà ça, je ne l'avais pas fait. Oui, mais par exemple, moi j'ai eu le problème sur une application où j'avais mis justement de l'async, de l'await de partout. Donc du coup, j'avais beaucoup de connexions à la base de données et je me suis aperçu que l'instance de base de données SQL Azure que j'avais choisie ne supportait que 30 accès concurrentiels. Ouais. Et donc du coup, dès que j'avais un petit peu trop de monde, ça explosait. Donc du coup, il a fallu que je mette en cache mémoire, ce genre de choses. Mais donc, il y a plein de paramètres qui rentrent. C'est vrai que la gestion en cache, ça marche bien. Et il y a aussi des outils en .NET Core Memory Cache qui servent à ça, qui peuvent faire ça, et dans lequel tu donnes une durée de vie en quelque sorte à ta mémoire. Ça dure pendant quelques heures, quelques secondes, voire toute la session, des choses pareilles. Et c'est vrai que il y a énormément de requêtes, mais on s'en rend compte souvent, c'est quand on fait des tests de charge de ce type-là, un autre intérêt, c'est d'aller voir les logs après qui sont générés en général par votre application ou bien par Application Insight, confère un des précédents podcasts qu'on a fait il y a quelques mois maintenant. On va voir les logs. Et c'est là aussi où on se rend compte que, et on ne se rend pas souvent compte quand on développe, c'est quand tu exécutes, par exemple, comme on l'avait vu tout à l'heure, 100 requêtes en même temps, tu vas voir dans les logs et tu dis, putain, il fait tout le temps les mêmes connexions, quoi. Il fait 25 000 fois la récupération de la configuration de ma DB pour dire combien de données je dois récupérer. Et cette config, elle ne change pas. C'est toujours la même config pour tous les utilisateurs tout le temps. Je l'ai mis en config parce que ça peut être éventuellement adapté. Et donc, typiquement, ça, c'est le genre de choses où on se dit, ah ben tiens, si je pouvais mettre ça en cache, le charger une fois, le mettre en mémoire et le partager pour tout le monde, je vais éviter de faire ce genre de requête et gagner énormément de temps. Mais c'est plus à l'utilisation et à la longueur qu'on va le voir, quoi. Et tu peux avoir aussi, moi je me souviens d'un projet avec un client qui me disait, quand j'arrive sur cet écran-là, c'était une application WPF, quand on arrive sur cet écran-là avec tel type de paramétrage, c'était pour une génération de questionnaires, on a des problèmes de performance. Je ne comprends pas pourquoi. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lancé SQL Profiler pour voir quels étaient les accès à la base de données quand on arrivait sur cet écran-là, et on voyait qu'on avait 2000 requêtes rien que pour afficher l'écran. Ah ouais. Je dis, monsieur, vous avez 2 personnes, vous avez 4000 requêtes, votre serveur SQL il va exploser, quoi. Donc et sa réponse était quoi? Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, souvent les réponses c'est pas systématique en disant tiens il y a une recette idéale pour dire voilà comment on fait pour qu'un site fonctionne vite. C'est se mettre en condition. Et encore une fois, en condition, c'est avoir un système Application Insight ou de log pour tracer, entre guillemets, tout. Moi, je dis au départ, en mode dev, je trace tout, quoi. Tout ce qui a accès aux méthodes est tracé, tout ce qui a accès à la base de données est tracé, les requêtes SQL sont tracées, quitte à limiter par après. Et ensuite, de rajouter des autres outils, tels que ceux-ci, par exemple, qui permettent de simuler des charges et d'aller voir. Et là, on se rend compte que, et en fonction des projets, c'est effectivement parfois, il n'y a pas assez de connection pool dans la DB, c'est parfois, il y a trop de requêtes qui sont exécutées. Bon, après, c'est toujours à peu près les mêmes types de requêtes, mais c'est souvent ça. Il n'y a pas de secret. Le système, il est lent parce qu'on lui demande de faire trop de choses. Parce qu'on fait des requêtes, on va récupérer plein de données pour après aller chercher une valeur conne pour dire, tiens, j'en ai récupéré 25 000. Enfin, c'est les connes directement, quoi, par exemple. C'est rien de récupérer toutes les données. Mais donc, c'est juste le système est lent parce qu'on lui demande de faire beaucoup. Et comment on l'augmente et comment on améliore les performances? En lui demandant de faire moins. Et en général, on peut faire moins. C'est ça l'intérêt aussi, quoi. Ok. Donc, voilà. Ça va, Christophe? Ça va. Tu as l'air assommé. Non, pas du tout. C'était super intéressant.
Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, il faut tester des scénarios et il faudrait que je mette ça en place parce que c'est une question que ça me fait peur. Je ne peux pas mettre en prod un truc sans savoir si ça va tenir au bout de 10 clients, quoi. Ah ouais, non, tout à fait. Ouais. Et c'est souvent c'est la question qu'on se pose. Nous, même chose, on travaille pendant 6 mois sur un développement, puis le client dit allez, on y va. Ouais. Mais quand vous allez l'ouvrir, les journalistes vont se connecter dessus. Le dernier projet qu'on a eu, c'était ça, quoi. C'était très publicitaire, très marketing. Donc, on a eu des journalistes là, et tout le bazar. Et si tu fais ça et que ça plante dès la première connexion, ça le fait pas, quoi. Et donc là, ça te donne une mini-garantie, je dis pas à 100%, mais une mini-garantie en tout cas qu'on peut le faire. Et en plus, on a la chance parce qu'avec Azure, on peut se permettre de faire ce genre de test dans un environnement d'acceptance qu'on augmente et qu'on met au niveau de la prod. Si on est en on-premise avec des serveurs internes, demandez à votre infrastructure interne de dire tiens, pour demain, j'ai besoin pendant 2 heures d'avoir un serveur qui ait de la qualité de la prod. Il va vous envoyer péter. Surtout, oui, juste une petite remarque. Dans le cas où tu fais du on-premise, tu as un serveur pour héberger ton application et tu as un autre micro, un autre PC, un autre serveur qui va exécuter les tests. Il ne faut surtout pas les mettre l'un sur l'autre, quoi. Oui, effectivement. Ça me semble évident, mais bon, autant de repréciser. Oui, c'est ça, et c'est pour ça, effectivement, de même se connecter. Et c'est ça que je disais, la société de N-Bomber ici. Je suppose que s'ils mettent en place un service d'injection comme ça ou d'exécution de ce genre de test, il y aura une batterie de serveurs derrière. L'idée, c'est pas que tout arrive du même endroit. Sinon, ça fausse aussi un petit peu le process, quoi. Sans compter que vous pouvez recevoir des messages de Google pour vous dire « Attention, vous êtes en train de pirater mon serveur. » Ok. Ouais. Donc voilà. Bon, ça va ? Super. Ça va. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on arrive tout doucement au bout de cet épisode, qui a pris un peu plus de temps que je ne pensais. Je pense que c'est un épisode assez court, malgré tout quand même. Ça fait presque 1 heure, je pense qu'on est déjà en train de discuter, de parler, c'est bien. C'est toi qui es trop bavard. Oui, probablement, oui. Je vais aller prendre du sirop et je vais aller me coucher. Voilà. T'as mal à la gorge ? Tu tousses ? Non. Tu veux venir me rendre visite pour vérifier ? Non. Donc, peut-être juste avant de se quitter, comme d'habitude, si vous appréciez le podcast, soutenez-nous. Venez sur tipeee.com/devaps et vous nous faites un petit coucou à partir de là. C'est déjà ce qu'ont fait Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien, Michael. Venez plus nombreux, ça nous fait toujours plaisir. Ou bien simplement un petit commentaire, vous nous envoyez un tweet ou tout simplement en dessous du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Vous faites un pouce bleu, comme on dit, pour les vidéos et un petit commentaire en dessous. Il paraît que ça fait toujours du bien à YouTube et ça nous fait plaisir, en tout cas à nous aussi. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. À la prochaine fois. À la prochaine fois et restez chez vous. Oui, restez chez vous et on verra la prochaine fois ce qu'on peut faire si on est toujours là. Non, on ne peut pas dire ça. Non, on peut pas dire. Tu couperas, hein. Ça, là, je comprends. Allez, ciao. Salut. Ciao.